Bonjour, Sego. Mon nom est Eric Miguel. Je suis chercheur en histoire autochtone iroquoienne. Je travaille au site d'interprétation historique Tirungakwatta à Saint-Anicette. Et je voulais faire une vidéo pour essayer de nuancer un peu la vision là, des Mohawks sur l'occupation du territoire de Montréal, des Autochtones, puis peut-être plus largement même en fait la Montérégie, qui font du point de vue des Mohawks d'aujourd'hui partie de leur territoire ancestral. Et c'est mon point de vue aussi. J'aimerais ça le présenter parce que c'est même si on a parlé de ce point de vue-là beaucoup dans les médias dans les derniers jours, on ne l'a pas vraiment présenté. On ne l'a pas vraiment opposé à la vision plus occidentale, historique, représentée par l'historien comme Alain Beaulieu, que je connais, que je respecte beaucoup, mais que je veux nuancer parce que je pense qu'il y a beaucoup de points là qui ne sont pas beaucoup parlés. On va beaucoup, si vous voulez avoir une idée, là, allez lire les articles qui ont été écrits au sujet là, pour avoir un peu c'est quoi leur point de vue, mais on a beaucoup véhiculé l'idée selon laquelle les Mohawks qui vivent aujourd'hui à Kwesasne, Ganewage, Ganezedage, ben, ils ne sont pas réellement des natifs, ils ne sont pas réellement des autochtones, ils sont venus dans le fond de New York. En réalité, ben, c'est ça, comme je vous dis, eux autres défendent l'idée contraire, que non, ils descendent vraiment des gens qui ont habité ici, mais des gens qui sont partis, dans le fond. Puis ça, on ne s'astine pas vraiment là-dessus. Hein. On sait que quand Jacques Cartier, le premier français, bon, il y en a sûrement eu d'autres, des pêcheurs, mais le premier qui a écrit, il descend jusqu'à justement à Hochelaga, à Montréal, au début du 16e siècle. Il y a des gens qui sont là, justement, il y a une ville, c'est occupé, tout ça, l'archéologie nous le dit, justement, les textes nous le disent. Ça, on ne s'astine pas là-dessus. Mais on dit que ces gens-là ont essentiellement disparu et qu'on appelait les Iroquois du Saint-Laurent, les Hochelagiens, ils ont disparu, et donc là, il n'y aurait plus de lien avec les Iroquois. En même temps, ben, c'est pas vraiment ça. Déjà, ce qu'on parle pas souvent, c'est que ben, les textes historiques nous disent pas vraiment ça, ils nous disent surtout que ce serait pas mal dispersé. Après, c'est sûr qu'il y a eu des captures, mais on se rappelle, si vous connaissez un peu vos cours d'histoire, hein, les guerres autochtones et iroquoiennes sont vraiment des guerres de capture. On capture les gens, on les assimile dans nos rangs, si vous voulez, mais il y a aussi beaucoup d'adoption. Et on se rend compte que le côté guerre, là, capture, aurait pris probablement moins de place qu'on le pense. Rollin View a écrit là-dessus dans son dernier livre sur le sujet. Claude Chadelaine aussi a pas mal repris. Lui aussi avançait beaucoup, c'était les guerres, mais maintenant il dit de plus en plus que c'est justement ça serait plutôt volontaire. Donc c'est des gens qui ont rejoint les Mohawks. Donc déjà là, on pourrait se dire, ben, même s'ils n'étaient pas Mohawks, hein, disons que les Oshaguins, c'est vraiment un autre groupe d'Iroquois. S'ils ont surtout rejoint les Mohawks, mais pas juste les Mohawks, hein, aussi les Abenaki, bon, ça c'est une autre question, mais les Abenaki aussi ont des droits. Ils ont rejoint les Anishinaabe, donc les Anishinaabe aussi auraient des droits, puis ils ont rejoint les Wendat, qui vont revenir aussi. Donc, quand je défends le point de vue Mohawk, c'est pas non plus pour m'attaquer à celui des autres nations qui clairement ont aussi un lien avec la région. Mais ça pour dire que s'ils ont été adoptés, ben, à ce moment-là, leur territoire aurait se serait greffé, si vous voulez, à l'Iroquoisie, qu'on appelle souvent en français, pardon, Iroquoisie, mais eux autres, ils vont dire Haudenosaunee, donc la Confédération, leur maison longue, si vous voulez. Donc déjà là, on pourrait questionner ça. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas déjà ce lien-là? Ils vont dire, certains vont dire, ben oui, ok, ils ont été incorporés et tout ça, mais non, il faudrait vraiment qu'ils soient Mohawks à la base quand le premier contact est arrivé, parce qu'après tout, c'est ça un peu la définition légale. Hein. Ça reste une question qu'on dit historique, qui est beaucoup plus légale, peut-être politique. En même temps, moi, je défendrais même justement en disant que non, ben à la base, c'était pas tant des Iroquois insulaires, c'était vraiment des Mohawks. Mais pas seulement des Mohawks, hein, aussi des Onondaga, des Oneida et des Wendat. On le voit dans les lexiques. Les lexiques que Cartier a ramenés avec lui, qui sont probablement, bon, avec des fautes, des trucs comme ça, évidemment, hein, mais on sait qu'ils ont quand même eu le temps, tu sais, de prendre quand même des mots. Ils ont quand même fait des gens prisonniers pendant des années. Donc, tu as le temps de prendre des mots. Évidemment, les techniques de la linguistique n'étaient pas encore très bien développées, mais il y a quand même beaucoup de linguistes qui se sont par la suite, là, avec des techniques beaucoup plus sérieuses, penchés là-dessus. Et même s'il y a encore beaucoup de questions sur ces lexiques-là, ben, ils s'entendent tous pour dire qu'il y a une grande partie de, justement, c'est un mélange de ces langues-là. Il y aurait au moins 4 langues, et ça serait donc Wendat, Onondaga, Mohawk, Oneida. Okay. Peut-être une autre branche qu'on dit qu'on ne sait pas trop comment identifier. Certains l'ont appelé Laurentien, mais on sait que c'est une branche qui est infime, qui est peut-être pas infime, c'est un gros mot, mais qui est très petite par rapport aux autres. Et on sait aussi que le Mohawk, là, par exemple, ben, il n'est pas vraiment présent
dans le premier voyage de Cartier. C'est plutôt le deuxième voyage quand il va aller à Montréal. Donc déjà là, dans la linguistique, vous pouvez voir qu'il y a des liens très forts, surtout qu'il y a même des linguistes, pardon, comme par exemple Floyd Lounsbury, qui est très important dans le monde de la compréhension des langues iroquoiennes. Ben, lui, il avait même détecté des développements phonétiques, okay, des dialectes de Kanawagé puis de Akwesasne. Okay. Ce qui fait que ben, si ces deux communautés-là s'étaient installées par la suite, comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on a leur accent, si vous voulez, on peut voir que leur accent, la façon qu'ils disent les mots, est présente déjà quand Cartier débarque et qu'il prend des mots. T'sais. Donc déjà là, il y a ce gros puzzle-là que on peut se questionner comment est-ce qu'on dit ça. Puis surtout, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on les identifie comme différents des Mohawks. Ben, on les identifie surtout parce que la poterie est différente, la culture matérielle est différente. Okay? Les Iroquois du Saint-Laurent, ça c'est surtout basé sur la poterie, un style de poterie spécifique. Et c'est pas pour dire que, bon, le travail des historiens, le travail des archéologues, c'est un peu n'importe quoi, là. Je vais aller vous le chercher en passant. Ok, on en a une ici. Donc, c'est ces peaux-là. C'est sûr que ça peut nous dire toutes sortes de choses, mais à l'intérieur, c'est pas écrit fabriqué par un Oneida, fabriqué par un ci, un ça. On sait par exemple que l'art autochtone, hein, moi j'ai fait des cours d'art autochtone, là, anthropologiquement parlant, c'est surtout façonné par l'environnement. C'est souvent façonné par l'environnement. Donc, c'est pas nécessairement des choses qui nous définissent en tant que telles. T'sais, en gros, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Québécois ont une culture matérielle et tout ça? C'est vraiment un élément, on suppose beaucoup de choses là-dessus, quand au final, il y a beaucoup de choses qui nous disent l'inverse. Par exemple, ben, le mot Iroquois même. Le mot Iroquois, ça vient du basque. C'est Iroquois, qui veut dire non pas tueur de personnes, hein, comme on dit souvent, là, au peuple de tueurs, etc. Non, non, vraiment en basque, ça voudrait plutôt dire les peuples des villes fortifiées, hein, comme à Hochelaga, comme dans les villes iroquoises en général. Et donc, les Basques utilisaient ce terme-là pour identifier les gens, justement, autour de Montréal. Déjà, eux autres, dans le nom, on appelle ça Iroquois. Quand Champlain débarque au 16e siècle, il appelle le lac Champlain, avant qu'il l'appelle le lac Champlain, ça s'appelait le lac Mohawk. Avant d'appeler la rivière Richelieu, ça s'appelait la rivière des Iroquois. T'sais, donc c'était déjà bien établi que c'était des gens qui occupaient le territoire. Fait qu'au final, on n'a pas grand-chose vraiment pour contredire les Mohawks. On se base vraiment juste sur le point de vue des Français, qui évidemment, eux autres sont leurs ennemis. Fait qu'ils veulent pas légitimiser leur... Puis peut-être aussi des Anishinaabe et des Wendat qui sont en guerre à ce moment-là contre eux. C'est normal que quand il y a des conflits territoriaux, comme par exemple, comme on sait très bien avec Israël et la Palestine, que les deux côtés, c'est mieux d'écouter les deux côtés pour avoir une vision un peu plus claire des choses. Mais c'est un petit peu la même chose ici. Là, fait que oui, disons que c'est un territoire qui à la base était partagé, clairement. Clairement de façon assez pacifique, parce qu'il n'y a pas trop de signes de guerre entre ces gens-là. Là. Mais éventuellement, bon, justement, comme on dit, la merde va pogner avec l'arrivée des épidémies, des plans, tout le stress que ça l'amène, des centaines de personnes qui meurent à cause de ces maladies-là, dont on n'a pas de résistance. Les guerres qui s'intensifient parce que là, on doit remplacer ces gens-là, pardon. L'arrivée des armes de métal, des fusils, tout ça. Donc, c'est toutes des choses, des enlèvements, évidemment. Donc, c'est toutes des choses qui vont exacerber les choses. Et en gros, c'est pour ça que les gens vont se retirer pour éventuellement revenir se réinstaller quand on a réussi à faire la paix avec les Français et les Wendat et les Anishinaabe là, vers 1660. Okay? C'est là que les gens vont revenir. Puis d'ailleurs, quand les gens reviennent, c'est pas seulement des Mohawks, hein, c'est des Mohawks, mais il y a des Oneida, il y a des Wendat, puis il y a des Onondaga. Donc il y a d'autres, les mêmes nations qui avaient occupé à ce moment-là, les mêmes familles, ils retournent occuper le territoire. T'sais. C'est vraiment ça. Donc, moi, je voulais vous présenter ce point de vue-là, juste pour que vous compreniez que c'est pas si simple que ça. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi, répondez-moi, puis je vais essayer de vous répondre le plus simple possible. Moi, je suis plus habitué quand j'échange avec les gens comme ça. Donc, réécrivez-moi, pour vrai, avec le respect, puis peu importe la question, je vais essayer d'y répondre. Merci.